Et spécialement, j'ai un dossier sur Mai Nyasingbe. Qui il est dans le gouvernement et qu'est-ce qu'il fait? Est-il un simple conseiller ou il a d'autres fonctions plus obscures? Et d'entrée, je parlerai de notre opposition. Vous savez, ça fait plus de 30 ans que ce combat a commencé. Et tous ceux qui sont dans ce combat savent ce qui n'a pas marché, ce qui ne peut pas marcher et ce qui peut marcher. Vous me comprenez? Merci. Je dis, tous ceux qui sont dans ce combat depuis 1990 jusqu'à présent savent ce qui ne va pas, savent ce qui n'a pas marché et savent ce qui peut marcher. Vous me comprenez? Pourquoi je dis ceci? Je dis ceci parce que l'opposition togolaise, dans son adolescence, a travaillé dur, très dur, pour que la libération totale du Togo soit effective. Je citerai les gens comme Léopold Ninevi, qui est Monsieur Léopold Ninevi, qui est mon beau-père, je peux l'appeler mon beau-père. Je nommerai Monsieur Edem Kodjo, paix à son âme. Je nommerai Maître Yaoui Agboibo, paix à son âme. Je nommerai Salifou Ayeva, paix à son âme. Je nommerai Monsieur Okansé, paix à son âme. Je nommerai Monsieur Djobo Boukari, paix à son âme. Je nommerai Tavio Amoran. Je nommerai qui encore? Je nommerai Claude Amiganvi. Je nommerai Monsieur, comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Antoine Folie. Je nommerai Monsieur Ajavonsos. Et certains qui ont rejoint le système RPT-Uni. Les Joseph Kofigo et autres. J. Olympio. Et des récents opposants qui ont déchanté dans l'UNIR, M. Agbeome Kodjo, le docteur Agbeome Kodjo, paix à son âme. Je citerai également Monseigneur Kodjo qui s'est opposé avec détermination à ce régime. Nous n'avons pas affaire à un régime démocratique. Je voudrais que l'opposition togolaise m'entende aujourd'hui. Nous n'avons pas affaire à un simple régime dictatorial. Nous avons affaire à un régime qui incarne tout ce qu'on peut appeler la méchanceté et ce qu'on peut appeler démoniaco-satanique. Un régime sanguinaire. Ce n'est pas n'importe quelle dictature. Et nous avons une opposition qui
travailler, je le dis, mais qui a aussi pris sur elle l'initiative de discuter directement avec ce pouvoir. Plusieurs fois, plein d'accords ont été signés. Plus de 39 accords ont été signés dans ce pays. Et j'entends encore que des gens envisagent de s'asseoir encore avec ce régime pour discuter. Ma question est très simple. Discuter de quoi? Vous voulez discuter de quoi avec Faure Gnassingbé? Vous voulez discuter de quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas discuté avec ce régime pendant plus de 30 années? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et qui reste maintenant à négocier avec ce régime? Je voudrais dire à ceux-là qui envisagent dans la rêvasserie, je dis bien dans la rêvasserie, ceux-là qui envisagent encore de négocier avec le régime de Faure Gnassingbé, que rien ne se passera. Mes amis de l'opposition, mes frères, mes sœurs de l'opposition, les leaders de partis politiques, les leaders de partis politiques, je voudrais vous dire, nous n'avons plus une constitution du peuple au Togo. Nous avons une constitution du RPT UNIR. Ce n'est plus une constitution du peuple que nous avons au Togo, mais une constitution RPT UNIR. Et le pouvoir n'est plus seulement politique, mais il devient structurellement et héréditaire. Le pouvoir au Togo n'est plus politique. Le pouvoir est devenu structurellement héréditaire à travers une fonction de chef de la majorité. Vous me comprenez? Je répète, le pouvoir au Togo n'est plus seulement politique. Il est devenu systématiquement et structurellement héréditaire à travers la fonction du chef de la majorité. Ce qui signifie que Faure n'est pas élu. Personne n'a élu Faure. C'est son parti qui l'a élu. Ce n'est pas un régime parlementaire que nous connaissons. Le Togo a un régime parlementaire complètement différent. Où c'est le parti qui désigne, qui désigne celui qui va gouverner le pays. Le peuple ne l'a pas choisi. Est-ce que l'opposition peut négocier avec ce pouvoir dictatorial et gagner? Gagner quoi même? Oui, je ne refuse pas. Ça peut arriver qu'il puisse arriver à avoir quelque chose. Vous me comprenez? Mais le régime est économique. C'est-à-dire que au cas où l'opposition peut négocier avec ce régime et gagner, c'est lorsque le régime est économiquement
asphyxiée, où n'a plus le soutien de l'armée, l'opposition est assez unie pour ne pas se faire diviser. Vous me comprenez? Je répète. Le contexte qui peut arranger l'opposition à s'asseoir avec ce régime pour négocier son départ, c'est lorsque le régime est économiquement asphyxié. Or, ce n'est pas ce que nous voyons actuellement. Le régime est plus fort économiquement qu'avant. Et le pouvoir maintenant, le Faure Gnassingbé est plus fort qu'avant, puisque tous les pouvoirs sont concentrés entre sa main. Le contexte dans lequel on peut négocier. Et quelle négociation? Le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir. Et quand est-ce que cela peut réussir? Lorsque le système diabolique qui gouverne le Togo est asphyxié économiquement. Elle n'a plus le soutien de l'armée. C'est dans cette condition, et dans cette condition seulement, que l'opposition peut gagner. Pas une opposition divisée, mais une opposition unie. Une opposition unie. Mais actuellement, ce n'est pas ce que nous voyons. Le système est plus fort économiquement qu'avant. Le système a aujourd'hui le soutien plutôt terrible de cette armée. L'armée est derrière ce régime. Négocier avec un régime comme celle de Faure Gnassingbé est un pari extrêmement risqué qui dépend de l'équilibre des forces. Or, il n'y a pas d'équilibre des forces ici. Il n'y a pas un équilibre des forces actuellement. L'opposition est fragilisée. Il n'y a pas d'équilibre des forces. L'opposition n'a pas une armée. L'opposition n'est pas financièrement debout. Donc il n'y a pas un équilibre de force. Je voudrais que nos leaders comprennent quelque chose. Parce que si, par aventure, il s'asseye avec ce régime encore, et que les négociations échouent, la crédibilité de l'opposition encore serait atteinte auprès du peuple. Et elle sera encore qualifiée de complice des abus du régime. Et finit par être avalée et jetée par le peuple. Parce qu'aucune négociation contre ce régime, avec ce régime ne peut marcher dans ce temps-là. Parce que vous avez laissé ce système renverser la République. Vous étiez là lorsque les députés en fin de mandat ont commencé par renverser le régime et personne n'a agi. Lorsque vous vous êtes levé, que le peuple s'est levé contre cette modification, ils ont, par la ruse, renvoyé cela à la table de Faure Gnassingbé et qui, après avoir par ricochet
par hypocrisie notoire, après avoir lu le texte que lui-même a confectionné avec certains marabouts, certains charlatans politiques, il a encore renvoyé ça à l'Assemblée nationale pour une réélecture. Vous étiez là lorsque tout cela se passait. Mais vous n'avez pas utilisé les moyens les plus forts pour ne pas laisser ce système approuver cette constitution. Ils l'ont approuvé. En donnant à Sonia Sibé plein de pouvoirs. Tous les pouvoirs sont concentrés maintenant entre sa main. Il est plus fort qu'avant. Et c'est maintenant que vous voulez négocier son départ. Parce qu'il n'y aura pas de négociation, une quelconque négociation, sans qu'on ne demande son départ. Ou bien, vous voulez lui dire de ramener la Constitution de 1992, ce qui ne se fera pas. Il ne le fera pas. Et vous ne pouvez même pas discuter avec lui, négocier avec lui, parce qu'il n'est jamais sur la table de négociation. Lui qui est l'architecte de ce système n'est jamais en face de vous. Il vous envoie des gens comme Bodjona, les gens comme Bawara, voilà les loyaux du système. Des gens comme Bodjona et Bawara, c'est eux qui viennent à la table de négociation et discutent avec vous. Les gens comme Bébéni et autres qui viennent à la table de négociation avec vous. Mais le démon même ne discute pas avec vous. Et vous pensez que quelque chose sortira encore d'une nouvelle négociation? Je ne pense pas. Les conditions pour que l'opposition gagne une négociation, pour qu'une négociation ne soit pas une réduction, l'opposition doit impérativement garder une pression de rue. Mon Dieu! L'opposition doit garder une pression de rue, ce que nous n'avons pas actuellement. Parce que vous êtes discrédité, il n'y a pas actuellement une pression de rue. Lorsqu'il n'y a pas une menace de soulèvement, le dictateur n'a aucune raison de céder. Il ne cédera pas, mesdames et messieurs de l'opposition togolaise. Lorsqu'il n'y a pas une pression de rue, le dictateur ne peut jamais céder. Comprenez ça une fois pour toutes. C'est ce qui s'était passé en 2017. Sonia Sibé était à quelques minutes de quitter le pouvoir. Il était à quelques minutes près à quitter le pouvoir. Parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a une pression de rue. Aujourd'hui, même s'il se sent menacé, cette menace n'a pas encore atteint le niveau qu'elle doit atteindre. C'est l'une des conditions pour que l'opposition gagne. Ensuite, il faut que l'opposition ait un soutien international, pas des sanctions diplomatiques. Or, actuellement, ce régime n'a même pas de sanctions. Il n'y a aucune force extérieure qui impose une sanction
contre ce système diabolique. Vous me comprenez? Donc, les sanctions et la diplomatie servent de garantie aux accords signés. S'il y a accord, sinon, aller encore sur une table de négociation avec ce régime, c'est pour encore tomber dans le piège de la cooptation. C'est pour encore tomber dans le piège de la cooptation. C-O-O-P-T-A-T-I-O-N. Ce qui peut encore marcher pour aller à la table de négociation avec ce diable, c'est de diviser son camp. C'est de diviser son camp. Or, son camp n'est pas divisé. Son camp n'est pas divisé. Sinon, je n'ai rien contre une négociation, mais négocier encore avec ce régime n'a pas sa raison d'être, mesdames et messieurs. Négocier encore, non. Parce qu'il n'y a pas eu d'équilibre de force. Sans un rapport de force favorable, pourquoi négocier avec ces gens? Non. Aller encore à la table de négociation avec ces personnes, c'est de négocier simplement les conditions de sa propre absorption. De sa propre absorption par ce régime despotique et obscur. Vous allez droit vers une absorption. C'est ça la vérité. C'est cela la vérité. Actuellement, même les organisations de la sous-région n'arrivent même pas à condamner Faure Gnassingbé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Faure Gnassingbé s'appuie aujourd'hui sur plusieurs facteurs géopolitiques et structurels. Bien qu'il a basculé notre pays dans une 5e république en violant notre constitution. Une 5e république contestée par le peuple togolais. C'est dans cette condition que les organisations régionales soutiennent encore ce régime. Et pourquoi ces organisations soutiennent le régime de Faure? Parce qu'il y a une menace terroriste persistante dans le nord du Togo et la multiplication des coups d'État militaires au Sahel. Donc, ces organisations régionales privilégient la stabilité des États côtiers et utilisent Faure Gnassingbé comme leur pion. Faure Gnassingbé est perçu comme un partenaire prévisible et un gage de continuité. Donc, même les organisations sous-régionales n'arrivent pas à faire une pression sur lui. A fait une pression sur lui. C'est ça la réalité. Donc, Faure
est comme un partenaire prévisible et un gage de continuité. Un gage de continuité, sécurité. Ce qui pousse les organisations à fermer les yeux sur son coup de force constitutionnelle. Amachiyama dogbolo. Non, Obele kama, obe for beja wa sizia. ça dit qu'il y a certains partis politiques qui encore ont cette mentalité de pouvoir négocier avec ce régime encore. Voilà, on avait nos petits glacés, on a d'alors. D'abord, il n'y a pas de forme 5e République, c'est illégal, illégitime. Donc, assise que n'y a pas fort la terre coup de Togo Togbe, et n'y be, n'a jo la zipiaji. N'a jo la zipiaji, mais assise la waga de Togo, voilà, on a englobé. Quitter le pouvoir. Oh non, directement. Oh, il y a maga no zipiaji. Il va faire assise avec qui? Avec qui? Avec qui? Donc, toutes les leaders qui sont dans cette logique de rêvasserie là, oubliez quoi. Assise que mi a kwenye be na va ni mi no du na bebe leke mi uwela ça va. Na jo le zipiaji kore. Nya leke mi awero ima assise mi ao. Wa mi ma ba ton no table de kaji kudo fo ya simbe be mi le mi awa ya o ma na ma do de tamala. Para on avait mlani. Ma ba jo le to go ni baji gbere. Moi je le dis. Révolu. Amachia, mi ma ba non ma me gbero inakale se faire voir ailleurs, hein. Plus jamais sur la terre de nos aïeux. Il y aura plus assise au Togo. Benyejani, Manokagodo, Mas Ponkoto, Dogbena. Merci. Vignakudo, Yasranu. Merci. Il a d'où? Autrement, Machamia pour point, Machia. Ok. Maintenant, j'ai un dossier de Menya Singbe. Qui il est, ce qu'il fait dans ce régime. Mais Gnassingbé, qui est le frère de Faure Gnassingbé, il est discret, mais dangereux. Il est discret, mais dangereux. Mais Gnassingbé, c'est le gardien de la fortune et l'architecte de la refondation des forces armées togolaises. Vous allez comprendre ce que ce monsieur représente dans ce régime. Dans la famille Gnassingbé actuellement, puisque Faure Gnassingbé a des ennemis dans sa famille. Et dans celui qu'il utilise pour calmer la famille, c'est Gnassingbé. Je vais décrire un peu le personnage et nous rentrerons dans le vif sujet. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, après sa formation et de l'éducation de l'enseignement primaire et secondaire, comme la plupart des enfants de Gnassingbé, Étienne et Yadema, il a effectué une partie de sa scolarité au Togo, bénéficie des établissements d'élite de Lomé, avant de poursuivre ses études à l'étranger. Il s'appelle Meeson Gnassingbé. Il a suivi une formation supérieure. On ne sait pas. C'est ce qui se dit. Une formation supérieure, souvent associée à la gestion aux affaires, lui permettant de conseiller son dictateur frère sur les dossiers économiques de notre pays. Bon nombre de personnes le savent.
Il est le fils de Véronique Massa Osei, une figure majeure de la magistrature togolaise, formée à l'École nationale de la magistrature, à l'université de Guyane-Normandie. Ce cadre familial intellectuel a fortement orienté son éducation vers la rigueur administrative et juridique. Voilà sa mère. Sa mère est une intellectuelle. Donc, Menya Singbe, son parcours l'a mené à la présidence du COB AXCO de Kara. Et son mandat, je pense, son mandat a pris fin en 2024. Et également à la mairie de la commune d'Amou-Oblo. Dans le cadre de ses fonctions municipales, il s'est particulièrement impliqué dans la construction de la réhabilitation d'infrastructures scolaires comme l'école primaire publique de Palongo. Menya Singbe est comme un chef d'état-major de l'armée. Ce que bon nombre de personnes ne savent pas. Menya Singbe a un rôle militaire et civil. Son frère le prend comme un officier de réserve du régime. J'ai des dossiers que j'ai reçus, des dossiers de chaque ministre. Je vais écrire des éditoriaux sur eux et faire des vidéos sur eux et les dénoncer. Jusqu'à ce que les Togolais qui ne sont pas conscients vont être conscients. Donc, Menya Singbe, le Togo est comme une propriété privée pour les Nyasingbe. Donc, Menya Singbe a un rôle militaire et civil que bon nombre de personnes ne savent pas. Pour son frère, c'est un officier de réserve ou occupant des fonctions de sécurité. Son cursus inclut également des passages par des formations spécialisées liées à la défense et à la sécurité nationale. Comprenez-moi très bien. Je vais répéter. Son cursus inclut également des passages par des formations. Il a eu une formation spécialisée liée à la défense et à la sécurité nationale. Donc ces généraux que vous voyez là, c'est Menya Singbe qui leur donne des instructions. Et Menya Singbe a joué un grand rôle dans l'armée pour la cohésion de l'armée. Parce que ce n'est pas toute l'armée qui avait accepté le renversement de du régime et le changement de la constitution. Donc, Menya Singbe, qui est un officier de réserve, c'est lui qui a discuté avec les officiers de l'armée pour qu'il y ait une cohésion dans l'armée, pour que son frère puisse renverser le régime et changer la constitution, devenu premier ministre premier ministre du Conseil des ministres. Donc, Menya Singbe a suivi une formation spécialisée liée à la défense et à la sécurité nationale, consolidant son rôle de verrou sécuritaire pour le régime. En résumé, Menya Singbe possède un profil de gestionnaire formé à l'ombre des élites juridiques et militaires
je dis, des élites juridiques et militaires, privilégiant l'efficacité opérationnelle à la visibilité académique. L'influence de Mai et Sonia Singbe sur la transition vers la 5e République est fondamentale, car elle a garanti le maintien du socle de force nécessaire à ce basculement constitutionnel historique dans notre pays. Il a utilisé son influence pour maintenir la cohésion dans l'armée avant que son frère ne fasse son coup d'État constitutionnel et le renversement de notre République. Donc c'est lui qui a eu le monopole à calmer l'armée pour que cette transition vers la 5e République se fasse sans problème. Donc il est le verrou militaire de ce passage du régime présidentiel à un régime parlementaire en avril 2024. Qui a permis à Sonia Singbe de devenir Premier ministre du Conseil des ministres. Une fonction sans limitation de mandat. Je dis bien, sans limitation de mandat. Le rôle de Mai et Sonia Singbe, dans ce processus a été double. La neutralisation des contestations, y compris dans l'UNI et dans l'armée. Le mandat et le rôle de Mai Singbe dans ce processus a été double. Neutralisation des contestations en tant que pilier des forces armées togolaises, il a assuré la discipline des troupes lors de l'adoption de la nouvelle constitution, empêchant toute division interne au sein de l'armée face à ce coup de force constitutionnel. Donc, Mai Singbe n'est pas n'importe qui. Vous le voyez discret, mais il est un homme de pouvoir. Il est un homme de pouvoir. Il a aussi les yeux sur les barons du RPT-UNI. C'est lui qui surveille les barons. Car la transition et le renversement de la République a fait des mécontents au sein même du parti au pouvoir, RPT-UNI. Donc, Mai Singbe et So a agi comme le garant de la cohésion clanique, s'assurant que les anciens dignitaires eux-mêmes acceptent le nouveau partage des rôles. Voilà son rôle qu'il a joué au renversement de la République, au coup d'État constitutionnel et à la transition vers la 5e République. Donc, Mai Singbe a une influence sur l'armée togolaise. Parce que c'est lui qui organise des réunions avec les officiers et rend compte à son frère. Donc c'est quelqu'un qui a un pouvoir, même s'il est discret. Voilà. Parlons maintenant du scandale des phosphates. Puisqu'il est encore l'ombre, Mai Singbe est l'ombre de la gestion opaque. Avec cette dame-là,
Laïla, euh, comment il s'appelle déjà? Celle-là qui est Ingrid Awade. Menya Sigbe et Ingrid Awade, ils sont comme ça. Dans le scandale des phosphates, ce sont eux l'ombre de la gestion opaque. C'est eux qui ont, avec la bénédiction de Fonia Sigbe, ont la même mise du clan sur les ressources stratégiques de notre pays. Des enquêtes ont révélé plusieurs fois que les revenus du phosphate transitent souvent par des intermédiaires opaques basés dans les paradis fiscaux. Et Menya Sigbe Esso est le superviseur des réseaux logistiques et de protection qui permettent à cette manne de rester sous le contrôle direct de la famille Nyasigbe, loin du budget de l'État. Loin du budget de l'État. Vous voyez comment le Togo est pillé? Vous voyez comment des gens ont pris les ressources de notre pays pour leur propre bien. Pour leur propre bien. Le Togo est une propriété privée de Nyasigbe. Ils ont la même mise sur tout dans le pays. Et rien ne rentre dans les caisses de l'État. Et ils continuent toujours par faire endetter le Togo, malgré ses ressources, malgré sa richesse. Et malgré les appels de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, aucune réforme réelle n'a touché la structure de propriété de la SNPT, protégée par le verrou sécuritaire que Mé et Sonia Sigbe incarnent. Et pourquoi cette influence est-elle décisive aujourd'hui? Avec la nouvelle constitution, le pouvoir n'est plus seulement politique, il devient systématiquement héréditaire à travers la fonction de chef de la majorité. Et dans ce système, c'est Mé et Sonia Sigbe qui est le directeur des opérations, le directeur officieux, pas officiel, des opérations d'un régime qui a fini de fusionner l'État avec des intérêts financiers de la famille Nyasigbe. Donc, Nyasigbe occupe une place singulière au sein du clan présidentiel, agissant comme un pilier de l'ombre pour le régime de son frère, Fonia Sigbe. Contrairement à d'autres membres de la famille, mais Sonia Sigbe cultive une discrétion stratégique
qui lui permet de consolider l'influence de la famille dans les sphères sécuritaires et économiques du pays. Avec la dame Ingrid Awade. Donc, peuple togolais, mesdames et messieurs, si nous n'arrivons pas à faire déguerpir ce système, je vous dis que ce qui nous attend, c'est une succession héréditaire qui nous attend. Si nous n'arrivons pas à chasser ce régime, nous continuons toujours par le dire. Les gens pensent que nous n'avons rien à faire. Écoutez, si vous ne vous levez pas contre ce système, vous verrez un jour Menyasingbe succéder à son frère. Je vous le dis. Si par hasard, quelque chose arrive aujourd'hui à Menyasingbe, si ce n'est pas un militaire qui arrive au pouvoir pour organiser des élections et remettre Menyasingbe à la place de son frère, c'est l'armée même qui va le mettre à sa place directement. C'est pourquoi le M66, depuis l'année passée, c'est à cause de ces choses-là que le M66 a lancé des mouvements dans ce pays. Pourquoi nous ne tombions pas dans ce piège? Nous devons à coûte que coûte éliminer ce régime despotique. Nous que les gens blaguent. Ameyobe gako les filles. Les Togoni Badi. Les Ametafume. Les Amemoume. Les Amedidi Kotome. Les Fina Dodo Oname. Même qui te n'yayameo. Il n'arrête pas dans les panels, il n'y a pas de bluff, il n'y a pas conscientiser et du poids benade. Et nous que les joueurs, nous n'y peut pas y quoi. Parce que la meilleure l'identité va de nous c'est quoi. À chaque jour qui passe, on renforce leur pouvoir sans le savoir. Parce qu'on ne veut pas agir contre eux. Et ils sont à l'aise. Ils font ce qui leur plaise. Ce sont des gens qui ne se soucient pas du peuple. Je vous le dis. Donc, Menyasingbe est le gardien du verrou sécuritaire de son frère. C'est un officier supérieur, officieux des forces armées togolaises. C'est lui qui rencontre des officiers de l'armée. Son rôle est crucial pour la survie du régime de son frère. Puisqu'il contrôle l'appareil militaire. C'est lui qui contrôle l'appareil militaire autour de son frère. Il a toujours ses oreilles tendues. Il a bougé. Elle doit mon l'armée me crier. Voyons les crier, on y espion l'armée. Et nous véhiculons, on les garnit
des moyens financiers. C'est son rôle. Il a le contrôle de l'appareil militaire. Parce que Kipacha Nyasibe, Mbalewa. Parce que Fon Nyasibe, Popachabe, est d'ambition présidentielle. Donc, donc, dans la famille maintenant, la seule personne qui est Fon Nyasibe de confiance dans les familles amères, et il Nyasibe. Il assure la liaison et la loyauté de certains corps d'élite envers son frère. Parce qu'on y avait une division d'eau armée, mais nous connaissons une division d'eau armée, parce que l'armée est le socle du pouvoir d'Nyasibe depuis 1967. Donc, pour Nyabenobe, il y frère de sang. Qu'est-ce qu'il a donné? Et il lui a donné ce poste de commandement pour avoir une assurance contre les mutineries dans l'armée, contre les coups d'État dans l'armée. Parce que l'argent est là. L'argent est à la disposition de Nyasibe à tout moment. Qui est militaire, qui est là, c'est-à-dire comment on est pigeon, quoi. Parce que l'armée, on doit espion, on a l'armée, mais tellement que maintenant, on est tout le temps qui est le temps du on doit espion. Tata, il n'y a pas de gens. Elle n'est pas qu'on a bon, elle a trouvé une Nyasibe. Ne pas une Nyasibe pour n'y avoir où il y a, elle n'est pas pour l'armée. Donc c'est lui qui a le commandement, qui a ce poste de commandement. Et ce poste de commandement donne une assurance contre les mutineries ou les coups d'État. Et dans la discrétion absolue. Il y a mon rôle que les joueurs. Je dis que j'ai des dossiers que je vais sortir à chaque fois. Il y a un dossier que j'ai sur le nouveau président de l'Assemblée nationale. Comment il s'appelle déjà? Monsieur Klassou. J'ai un dossier sur lui. Que je vais sortir bientôt. Donc, Nyasibe joue un rôle de discrétion absolue. Pour la sécurité de son frère. C'est quelqu'un qui ne cherche pas la lumière. Et ce qui fait de lui le frère le plus sûr aux yeux de Fon Nyasibe. Il est son frère le plus sûr. Aujourd'hui, si quelque chose arrive à Nyasibe, Fon sera complètement déstabilisé. Je vous le dis. C'est ce que la personne qui m'a remis le dossier m'a dit. Si quelque chose arrive aujourd'hui à Nyasibe, Fon sera complètement déstabilisé au niveau de l'armée. Parce qu'il n'a plus de confiance en qui que ce soit. Et c'est Nyasibe qui arrive à nourrir cette cohésion entre les officiers et les militaires. Et c'est lui qui organise des espions dans l'armée
Il recrute même des espions dans l'armée pour espionner même ses officiers avec qui il parle. Ouais. C'est une mafia, une organisation de mafia qui gouverne le Togo. Non seulement il a ce rôle, il a une influence économique et affairisme d'État. Bien que son nom apparaisse rarement dans les organigrammes officiels, les grandes entreprises, il est perçu par de nombreux observateurs comme un acteur central de l'économie de rente dans notre pays. Dans les secteurs stratégiques, c'est lui. Mais tenez, il faut faire besoin, on nous donne le fond pour tout le monde de OJP. Son influence même s'étendrait sur des secteurs clés tels que les télécommunications, l'énergie et les infrastructures, réseaux de prête-noms. Comme beaucoup de membres du club, il fonctionnerait via des intermédiaires pour contrôler les parts du marché dans les importations et les services logistiques liés même au port autonome de Lomé. Vous voyez là, le pouvoir de ce jeune homme. C'est lui le fondé de pouvoir économique. Lui et Laïla Awade, Ngrid Awade. Donc ce jeune homme que vous voyez, il est puissant. Je vous dis toutes ces choses que pour que nous qui me mis les Togo quoi. Nous qui me mis les Togo quoi. Lui, c'est lui qui suivait tout le monde. Bien qu'il a un rôle officiel de conseiller spécial. Il est conseiller spécial, hein? Pas n'importe quel conseiller. Conseiller spécial de son frère. Bien que non officiel dans l'architecture du pouvoir togolais, mais Esso fait partie du premier cercle. Du premier cercle. Ayez une mission de confiance au quelqu'un. Nendela Ninou et nous top secret. Ministre de Pemino. C'est lui que son frère envoie. Toutes les missions de confiance, c'est Menya Sigbe qui le fait. Et il est toujours chargé de missions, de missions délicates. Qu'il s'agisse de médiation interne au sein du clan même, c'est lui. Des médiations dans la famille, c'est lui. Parce que la famille est toujours divisée à cause des querelles d'héritage et tout ça. Et c'est lui que son frère, Fonya Sigbe, donne le pouvoir de régler ce problème. La gestion des dossiers financiers sensibles, c'est lui. Dans la famille, c'est lui. C'est lui qui maintient l'équilibre familial. Donc, il aide son frère, Fonya Sigbe, à maintenir une certaine cohésion au sein de la fratrie. Puisque vous le savez, certaines personnes le savent déjà que Yadema a 50 enfants. Bon, officiel, 50 enfants.
Donc c'est Menyasingbe qui agit comme un régulateur pour éviter que les rivalités fraternelles ne déstabilisent l'État. Donc Menyasingbe n'est pas dangereux. Il est toujours dans l'ombre. Vous allez le voir comme un innocent qui ne sait rien, il ne parle pas beaucoup. Mais c'est lui que son frère envoie à des missions secrètes, c'est-à-dire que des missions, c'est-à-dire confidentielles. Nous donnons dia, nous donnons ministre, nous donnons n'importe quel conseiller. Parce qu'il faut une confiance. Et pourquoi Menyasingbe reste dans l'ombre? Pourquoi il reste dans l'ombre? Parce que le régime de Faure Gnassingbé tente de projeter une image de modernité et de bonne gouvernance. Il nomme le seul gouvernement, mais a nommé Béni ministre, a nommé Béni ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie et des finances. Non, Faure Gnassingbé utilise la ruse pour ne pas mettre quelqu'un de sa famille, de son frère, dans le gouvernement. Pour projeter une image de modernité et de bonne gouvernance auprès des bailleurs de fonds comme les institutions de Bretton Woods ou le FMI. Parce que la présence trop visible de la famille dans les affaires serait un handicap pour lui et pour ces organisations comme les institutions de Bretton Woods et tout ça.